Bonjour à toutes et à tous, chers amis, bienvenue, c'est le Top Gun, lundi 22 juin 2026. Je suis ravi de vous retrouver après vous avoir vu pour la plupart la semaine dernière à Lausanne et j'ai plein de choses à vous dire. D'ailleurs, à Lausanne, j'ai pu échanger avec vous et certains m'ont dit il faut que tu parles plus rapidement, Vincent, tes émissions sont trop longues. Bon, je vais essayer d'être plus rapide. J'ai plein de choses intéressantes à vous dire, puisqu'il faut que je revienne sur la réserve fédérale des États-Unis. Oui, moi je vous donne mon avis. Je vous le dis tout de suite, chers amis. Fidèle audience du Top Gun, merci beaucoup. Je pense que la fête de Kevin Warsh, bluff, tu bluffes, Martoni, oui, tu bluffes. Ah, attention, je vais vous montrer. En fait, il y a 2 écoles. Vous avez ceux qui pensent que la Fed a assuré la semaine dernière à travers des éléments globalement restrictifs, mais pas que, il faut lire entre les lignes. Moi, je décortique dans un instant avec vous le communiqué de la presse, les éléments de la mise à jour de la projection macro. Vous allez voir, il y a plein de petites choses à percevoir, cachées, qui font que, grosso modo, la presse dit: «La Fed était restrictive», alors que moi, je vois, au contraire, typiquement, par exemple, un communiqué de presse qui commence par la confirmation du QA technique. La Fed a-t-elle voulu assurer sa crédibilité? Il n'avait pas le choix, Kevin Warsh il débarque. Il ne peut pas arriver comme ça, alors que alors l'inflation est à un niveau élevé, d'un point de vue nominal en tout cas. Il peut pas avoir dévoiler des éléments dovish. D'ailleurs, jamais il parle de hausse de taux dans son communiqué. Il parle de la lutte contre l'inflation. C'est très différent. Bon, j'ai identifié les meilleurs indicateurs pour savoir si il a fait le choix de la crédibilité ou réellement a-t-il ouvert la porte à toutes les fenêtres, a-t-il ouvert une fenêtre vers une hausse de taux. Moi, je pense qu'il y aura le statu quo, vous connaissez mon avis, je vais à nouveau expliquer pourquoi. Les choses peuvent aller très vite. Alors bien sûr, j'ai des indicateurs aussi que je vais vraiment suivre de près, je vais vous les dévoiler, qui permettront de savoir si je me trompe ou pas. Mais c'est vraiment le débat crédibilité versus réellement vouloir augmenter les taux. Et ça, c'est ultra passionnant. Ensuite donc, je vais, bien sûr, le détroit d'Ormuz, la normalisation. Je vous ai trouvé, je pense, le meilleur site. On peut s'informer partout. Je vous ai trouvé un dashboard créé en partenariat avec le FMI et l'université d'Oxford. Je ziotais pour voir, j'avais un doute sur l'université, mais c'est Oxford en plus, c'est pas affiché là, donc je l'ai en tête. Il est super ce site. C'est la réalité, si vous voulez, de la reprise du trafic maritime. La réalité statistique, en comparant les chiffres là avec les chiffres à la même période l'année dernière, catégorie par catégorie de bateaux, vous allez voir, c'est magnifique. Donc, pour l'instant, on n'y est pas, bien sûr, ça va prendre du temps. On compare, on utilise des moyennes mobiles à 7 jours aussi, donc c'est un peu décalé, mais c'est passionnant. Bien sûr, je vais vous parler, bien sûr, du pétrole. Alors après, je vais faire mon Thomas, faut-il shorter SpaceX? Bon, on va regarder les choses concrètement. Oui, c'est ultra cher, c'est ultra trop cher, bien sûr. Donc je vais vous donner un mot sur SpaceX. Et puis, la mise à jour de l'analyse technique du S&P 500, alors que l'été va démarrer, alors qu'on va bientôt arriver au mois de juillet, que la saison des résultats du second trimestre va démarrer. Où en est-on sur le plan technique, sur l'indice S&P 500? Voilà, chers amis, le programme complet du Top Gun. Eh bien, c'est parti, on attaque. Cette émission vous est présentée par Swissquote. Le contenu de cette vidéo ne constitue en aucun cas un conseil financier. Merci à tous. Allez, c'est parti les amis, on attaque le Top Gun. Autant vous dire que moi j'ai hyper chaud, il fait 40 degrés. Alors, moi je vis à Paris, hein, il fait 40 degrés à Paris, précisément dans le quartier de la Défense. Et là, tout autour dans mon bureau, je n'ai pas la climatisation. Par contre, j'ai une vue incroyable sur les skyscrapers. Les skyscrapers de la Défense. Je suis à New York City. La nuit, c'est incroyable. Et avec toutes ces belles lumières, toutes ces tours. Voilà, j'ai l'impression d'être un loup de Wall Street, enfin un analyste de Wall Street. Faites tu bluff S&P 500 analyse technique, normalisation du détroit d'Ormuz. Non, sérieusement, nous allons décortiquer les choses. Non, parce que j'ai pu lire partout, la Fed va monter les taux, c'est certain. C'est possible, elle peut le faire peut-être, à la rentrée peut-être, sous certaines conditions qui restent extrêmes. Mais moi je pense que ce qu'a proposé la semaine dernière Kevin Warsh, il n'y avait pas le choix. Il fallait assurer la crédibilité de la Fed. D'ailleurs, son communiqué, vous savez, avant la Fed sous Jérôme Powell, toutes les 6 semaines, c'était copier-coller, CTRL-C, CTRL-V, le communiqué de presse. Là, il est tout nouveau, il est magnifique. Regardez, il est tout petit, tout compressé. Il a été enfin écrit à la main. Kevin Warsh a pris son stylo plume, comme nous à l'époque. Dans ma génération, on n'avait pas d'écran, on n'avait pas d'ordinateur. C'était au stylo plume à l'effaceur. Bah, son texte, moi j'ai l'impression qu'il a pris un stylo plume et qu'il a pris le temps de l'écrire. C'est vraiment sa pensée. Donc on peut lire à travers les mots. Vous allez voir, c'est assez passionnant. Faites tu bluffes, S&P 500 analyse technique. Alors moi, il y a plein de choses. Donc nous allons prendre les choses dans l'ordre. Bon, le plan, vous l'avez déjà donné, on s'en fiche. On attaque. Donc, oui, alors, normalisation d'Ormuz, comment suivre?
Alors, ça reste un sujet, d'accord, auquel l'Iran, les États-Unis, et cetera. Maintenant, tout le monde a compris. Vous le savez, on l'a répété 1000 fois dans toutes ces vidéos qu'on propose avec Thomas depuis la fin du mois de février. Ça prendra du temps. La relance de l'outil industriel autour du Golfe Persique, la fluidité, l'entrée des bateaux. Est-ce que les assurances, les marins vont-ils revenir? Bon, il y a plein de choses. Bon, tout ça, il faut forcément pouvoir s'informer. Je vous propose, j'ai trouvé le meilleur site, un site qui est donc avec qui est en partenariat entre le FMI et l'université d'Oxford. C'est magnifique. Ce site propose donc l'étude statistique donc des containers, des supercargos, des supertankers de pétrole, de gaz. Il y a grosso modo tous les types de bateaux qui passent. Alors, essentiellement, il s'agit de tankers d'énergie, ok, tout le monde a compris. Regardez comme c'est passionnant. Là, vous avez l'avant 28 février, là, c'est maintenant. Concentrez-vous sur la courbe jaune. La courbe jaune que vous voyez ici, là, c'est la moyenne mobile à 7 jours des entrées de bateaux, des arrivées de bateaux. La moyenne mobile à 7 jours des arrivées de bateaux. En noir, ici en pointillé, vous avez cette même moyenne mobile, mais à la même période l'année dernière. Elle oscillait autour de 100. Dernière donnée connue, alors c'est la moyenne mobile à 7 jours, il y a donc une semaine de décalage. Et peu importe. Là, il va falloir se projeter sur le temps long. À Lausanne, je vous ai parlé de moyen long terme. Là, c'est quelques semaines. Court moyen terme. Euh, la normalisation. Les experts nous disent que la normalisation, c'est quand cette moyenne mobile à 7 jours, écoutez-moi bien, c'est quand cette moyenne mobile à 7 jours sera au-dessus de 60. Parce que revenir à 100 tout de suite, c'est pas possible. Ne serait-ce que parce que l'outil industriel ne sera pas prêt à accueillir autant de bateaux. Il faut qu'il tente pour que lui-même se relance. Donc, nous considérons, les économistes experts de ce sujet considèrent que les associations de transport maritime mondial, que nous serons en normalisation dès lors que cette moyenne mobile à 7 jours atteindra 60. Donc là, elle était à 3 avec les données du dimanche 14 juin. À 3. Alors, ça va être passionnant là, à partir de cette semaine, de voir comment elle va évoluer. Donc tout ça va prendre du temps et pouvons peut-être espérer que d'ici la fin d'été, ce sera 60. Verrons bien. En tout cas, ce site est vraiment superbe. On peut s'informer partout. Moi, je vous le conseille. Je vous le conseille. Donc, alors, c'est un site officiel du Fonds monétaire international, mais et ce sont en fait les chercheurs de l'université d'Oxford qui compilent les données pour construire donc ces graphiques. Et c'est vraiment ça qui permettra de savoir si cet aspect géopolitique est derrière nous. Alors, bien sûr, il y a aussi l'analyse technique du prix du pétrole. Ça, j'en parlerai davantage dans le Top Gun, dans le Fast and Forex, l'analyse technique du prix du pétrole. Rappelez-vous cette cartographie que je vous ai régulièrement proposée. Eh bien, il y a eu des signaux techniques largement d'apaisement. Nous avons quitté la zone de choc inflationniste. Nous avons quitté la zone comprise entre 80 $ et 95 $ d'alerte rouge. Nous sommes dans la zone d'entrée en normalisation, mais la vraie normalisation, c'est quand le prix du pétrole aura comblé le gap haussier qu'il a ouvert ici le 27 février dernier. Enfin, c'était la première semaine de mars. Donc, ce gap se trouve entre 67 et 69 $. Là, on réagit sur la moyenne mobile à 200 jours. Là, donc on n'a pas encore comblé le gap. D'autre part, il y a bien sûr aussi le coût des bateaux qu'on affrète, il y a plein de choses. Donc là, c'est le coût du brut sur le marché, il y a le coût réel ensuite, mais quand même, c'est un super baromètre. Donc lui, mais il y aura toujours un décalage. Donc lui est entré, lui, il est dans la zone de normalisation, d'accord. Mais si vous voulez, avant vraiment de créer victoire, il faut combler ce gap haussier. Pour l'instant, c'est pas comblé. Donc, vous voyez ça, à la fois suivre le nombre de bateaux qui traversent le détroit, le nombre d'arrivées avec le site que je vous ai montré et ces signaux sur le pétrole, ce sera très bien. Voilà, donc ça, c'est ce sujet-là. Maintenant, on va parler au sujet de la fête parce que là, j'ai tellement de choses intéressantes à vous montrer et il y a tellement de nouveautés. Il faut aller au-delà des simples articles de presse qui vous disent Kevin Warsh a été restrictif, patati patata. La fête de Kevin Warsh est-elle en train de bluffer? Attention, je ne dis pas qu'elle bluffe, il y a un vrai débat. Première école, c'était un superbe exercice de communication réussi pour assurer la crédibilité de la Fed. Le monsieur a été nommé par Trump pour baisser les taux et tout le monde, et forcément, il arrive et
Il prend une approche complètement opposée. Il assure sur sa stature, sur son indépendance, sur sa capacité à assurer la lutte contre l'inflation. D'ailleurs, son communiqué est complètement nouveau. Il a pris son stylo, il l'a écrit lui-même. Ça n'a rien à voir avec les communiqués précédents. Et vous allez voir, il dit tout et son contraire. On peut tout comprendre. On peut comprendre qu'il y aura des hausses de taux. On peut comprendre qu'il n'y en aura pas. Et il faut savoir lire entre les lignes. Et moi, j'ai identifié les vrais baromètres de marché qui permettront de savoir s'il bluffe ou pas. Et ça, c'est vraiment génial. Et autant vous dire que pour le moment, ces baromètres, ils sont. Vous allez voir. Ah, moi, je trouve ça très excitant. Alors déjà, le communiqué, il est sous vos yeux. Il est tout petit. Un bébé communiqué. A baby statement. Tout nouveau. Rappelez-vous, les communiqués sous l'ère Powell, c'était toujours les mêmes. Hyper gros. Là, il commence tout de suite par donner le résultat du vote. Là, il l'a écrit lui-même, hein. Alors, voilà, donc, il maintient les taux. Première chose qu'il dit, première chose, le communiqué, la Fed réaffirme son intention d'assurer un bon niveau de réserve bancaire pour éviter tout choc du marché monétaire. Ça, c'est le QE technique. Rappelez-vous, assurer un niveau de réserve suffisant pour le fonctionnement du système financier, c'est le fameux QE technique. Oui, mon graphique voilà, je vous rappelle que depuis la fin 2025, la Fed est en QE technique. Le bilan de la Fed remonte. D'ailleurs, ça accompagne la tendance haussière de S&P 500. Et la première chose que dit Warsh, c'est on maintient le QE technique. Alors déjà, ça, pour moi, c'est pas restrictif. D'accord? Mais déjà, première chose. Ensuite, donc, la croissance est là, etc. Le marché du travail reste fort. Le taux de chômage n'a pas changé. Ensuite, dernier paragraphe sur l'inflation. Elle reste au-dessus de la cible de la Fed. Et là, il dit chose intéressante, à cause d'un supply shocks d'énergie. Donc là, il nous dit que l'inflation est au-dessus de la cible de la Fed, donc que l'objectif n'est pas atteint, qu'il faut l'atteindre, mais pas en lien avec une surchauffe de l'économie à cause d'un choc d'offres. Or, ce choc d'offres peut se réduire si le trafic reprend dans le détroit d'Ormuz. Donc là, effectivement, il dit que l'inflation est au-dessus de la cible de la Fed, que la Fed est vraiment est dédiée à la stabilité des prix, mais il ne dit pas qu'il y a un programme de hausse de taux. Là, en fait, ça, c'est pour assurer la crédibilité de son mandat, la crédibilité de sa personne, la crédibilité de la Fed. Mais en lisant entre les lignes, il insiste, premier paragraphe, sur le QE technique. Il parle d'une inflation élevée, mais il explique bien que c'est à cause d'un choc d'offres, et ce choc d'offres peut se réduire progressivement cet été et d'ici la fin de l'année. Ensuite, il y a donc la mise à jour des projections macroéconomiques. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Donc, il relève les anticipations d'inflation, notamment du corps PCE, à 3,3. Ok, très bien. Alors, il est très optimiste pour 2027, mais on reste sur 2027. Il ouvre un petit peu la porte, 3,8, à éventuellement une augmentation du taux d'intérêt des fonds fédéraux, actuellement dans la fourchette entre 3,5 et 3,75. Il dit 3,8, c'est... Alors d'ailleurs, le marché anticipe à 50% de proba une hausse de taux en septembre, mais donc 50, c'est 50-50. Donc là, il relève les anticipations d'inflation, très légèrement les anticipations du taux d'intérêt des fonds fédéraux, mais ce n'est pas non plus, si vous voulez, si ça avait été une hausse explicite des taux d'intérêt, ici il aurait mis 4%, il met 3,8. Il aurait mis 4%, le haut de la fourchette supérieure. Là, on a 3,5, 3,75. La fourchette au-dessus, c'est 3,75, 4. Il met 3,8. C'est pas 4, mais c'est pas non plus sous 3,75. Donc, vous voyez, on peut tout comprendre. Il n'avait pas le choix. Moi, je trouve que ce qu'il a fait, c'est un magnifique travail d'écriture. Ça change. On sait qu'au moins, lui, prendra son stylo à chaque fois, hein. Donc, ça change de Jérôme Powell. Tout est différent, tout est plus court, pas de blabla. Et le Moyen-Orient et le choc d'offres est réellement mentionné. Les taux sont inchangés. Il rappelle l'objectif d'inflation, d'ailleurs, qui arrive en dernier. Donc, bien sûr, il n'y a aucune mention à une baisse de taux. Bien sûr, il n'y a aucune mention à une baisse de taux. Ça aurait été catastrophique pour la crédibilité de la Fed. Si là, il avait mentionné des baisses de taux dans son communiqué ou dans les anticipations macro, le SP500 faisait moins 30. La Fed perdait toute crédibilité. Donc là, il a fait un superbe exercice. Et concrètement, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que peut-être que les taux peuvent monter, mais le statu quo peut être maintenu. Alors, du coup, c'est quoi les vrais baromètres? Tous les baromètres
sont indiqués dans les éléments que la Fed a dévoilés, à la fois dans son communiqué et dans son tableau de mise à jour des projections macro. Tous les baromètres sont là. Le 2 ans américain, l'évolution du taux d'intérêt des contrats futurs sur le taux d'intérêt des fonds fédéraux, l'inflation PCE corps, le prix du pétrole. Et vous savez quoi? Kevin Warsh a explicitement dans la conférence de presse parlé de la façon dont l'inflation était calculée. Et il a dit qu'il avait lancé un groupe de travail de 6 mois pour revoir comment l'inflation était calculée, pour peut-être tenir davantage compte de l'inflation temps réel. Rappelez-vous ces fameux indicateurs Trueflation, qui sont largement sous 2. Et il a explicitement dit, d'ailleurs, explicitement dit, que la façon dont l'inflation était calculée était complètement ancienne, que ça n'avait que les méthodes étaient old-fashioned. Regardez, ça, ce sont les mots de Kevin Warsh. With old-fashioned survey methods. With old-fashioned survey methods. Kevin Warsh, il a dit plein de choses. Et donc après, moi, j'ai entendu que c'est restrictif. Mais non, moi, je lis entre les lignes. Je lis entre les lignes. Il parle d'un choc d'offre qui peut se résoudre. Alors, bien sûr, il ne parle pas de baisse d'auto pour la crédibilité Fed, mais il ne parle pas non plus explicitement de hausse d'auto. Il nous dit que la façon dont calculer l'inflation, c'est un peu n'importe quoi, et que d'ici 6 mois, ça va changer. Il parle de l'importance du prix de l'énergie. Bah là, effectivement, il va peut-être pouvoir s'appuyer sur la baisse du prix du pétrole d'ici la fin de l'été. Il commence son communiqué de presse par le QE technique, qui est confirmé. D'ailleurs, le bilan de la Fed continue d'augmenter, légèrement certes. Bon. Donc au final, je me dis, est-ce qu'il n'a pas superbement bien joué, faisant croire qu'il est restrictif sans réellement l'être? Bon, voilà, moi je vois un peu les choses de cette façon, et tout ça est très passionnant. Alors, vraiment, à partir de quand il n'a pas le choix? Déjà, le 2 ans américain. Alors, le 2 ans américain, à un moment ou à un autre, si le marché met la pression, il n'a pas le choix. Le 2 ans américain, il est au-dessus du taux de la Fed. Donc ça veut dire hausse de taux. 3,75, il est à 4,17. Il faut vraiment pas que le 2 ans américain franchisse cette trendline. Là, il y est collé. Franchir cette résistance, monter à 4,5, ça va mettre vraiment une pression énorme sur la Fed. Parce que si le marché dit, avec les taux du marché, que ça mérite une hausse de taux, la situation, et que la Fed ne fait rien, attention à sa crédibilité. Donc là, c'est un peu tendu, mais pour l'instant, on ne franchit pas la résistance. Vous avez ensuite les contrats futurs sur le taux d'intérêt des fonds fédéraux. Le marché croit vraiment à une hausse de taux quand vous avez une proba au-dessus de 50%. Là, c'est passionnant. Regardez, pour la décision du 16 septembre, c'est 50,7. Pour le 28 octobre, 44. Donc, le marché, là, il ne sait pas. Quand on regarde les contrats futurs sur le taux d'intérêt des fonds fédéraux, là, le marché, il ne sait pas si réellement le FOMC a voulu avoir une posture restrictive pour assurer le marché, ou est-ce que réellement le FOMC, dirigé par Kevin Warsh, a eu une posture restrictive parce qu'il veut vraiment monter les taux. Si vraiment, moi je vous le dis, si je constate ces prochaines semaines que selon le CME FedWatch Tool, on monte à 60, 70, 80% de proba, et que vous avez un 2 ans américain qui casse cette résistance-là, qui expose tout, qui monte à 4,5, là, il faudra l'accepter. Il y aura probablement une hausse de taux en septembre. Mais dans un souci, non pas de casser l'économie, mais de crédibilité. Sauf quoi? Pour éviter ce scénario, Kevin Warsh le dit très bien dans les différents éléments qui ont été proposés. Il dit quoi? Il dit le prix de l'énergie. Sauf si d'ici la fin de l'été, le prix d'énergie est revenu par exemple dans le gap que je vous ai montré, le gap autour des 65-70 $. Ou encore, il parle d'inflation sous-jacente dans cette mise à jour de la projection macro. Vous savez que là, il dit que le corps PCE ne dépassera pas 3,3. Il est à 3,3. Et la mise à jour, la prochaine mise à jour, c'est cette semaine. Oui, la prochaine mise à jour, c'est cette semaine. C'est le 26 juin. C'est ça, le 25 juin. Jeudi 25 juin. On est déjà à 3,3 et il dit ça ne dépassera pas, il ne faut pas dépasser 3,3. Donc là, voilà, ça va être, cet été, ça va être passionnant. Si le prix du pétrole arrive à se maintenir autour de 65-70, que le corps PCE ne dépasse pas 3,3, finalement, il aura une posture restrictive, mais il ne sera pas obligé de monter les taux à la rentrée. Donc, vous voyez, et là, ça va être complètement, ça va être vraiment passionnant.
Donc, ce sont l'ensemble de ces baromètres qu'il faut absolument suivre et bien sûr cette histoire de task force sur le calcul de l'inflation, si vraiment, alors ça va prendre du temps, il parle des 6 prochains mois, mais voilà. Donc alors cette semaine justement donc, vous avez donc l'inflation US PCE du 25 juin. Donc ce que je viens de vous montrer, c'est que actuellement l'inflation sous-jacente est à 3,3. C'est une zone, vraiment que la Fed ne veut pas voir être dépassée. C'est une zone que la Fed ne veut pas. Lorsque nous regardons l'inflation temps réel, lorsque nous regardons le Trueflation PCE, il est sous contrôle, il est flat. Donc, il est sous contrôle, il est flat. Là, la baisse du prix du pétrole qu'on observe depuis 2 3 semaines, ça va prendre du temps pour arriver dans les indices d'inflation, il va falloir encore attendre 2 3 mois. Donc, il a probablement au fond de lui cet espoir que cette baisse du prix du pétrole vienne d'ici la fin de l'été écraser un peu à nouveau l'inflation nominale certainement, mais refaire tendre au moins vers 3% l'inflation corps. Déjà, on verra ce jeudi si elle dépasse 3,3 ou pas. Et là, lui aura assuré son job de crédibilité. Il ne sera pas obligé de monter les taux. Donc, voilà, il va falloir s'appuyer absolument sur l'ensemble de ces baromètres. Le cycle industriel américain se porte bien et accélère. C'est une réalité. Oui, le cycle industriel américain se porte bien. Selon la dernière mise à jour du PMI manufacturier de l'ISM, l'industrie américaine accélère. En même temps, on peut comprendre, ils se sont gavés avec cette histoire de Moyen-Orient à travers l'explosion de leurs exportations de pétrole à un prix incroyable. Nous pouvons comprendre à travers la chaîne industrielle que cette industrie américaine se porte bien. Je vous montre l'évolution depuis le début de l'année. Franchement, il y a pas de secret. Voilà, ils sont allés chercher de la croissance économique aussi. Alors ça a coûté très cher ce conflit, mais regardez comment ça a boosté selon le PMI manufacturier de l'ISM américain, le secteur industriel américain. C'est un des grands gagnants du conflit qui a eu lieu donc au Moyen-Orient et c'est bien sûr un soutien du marché action américain. Alors d'ailleurs, ce marché action américain, où en est-il? Eh bien, d'abord, SpaceX, là, je vais faire mon Thomas Veillet. Et oui, franchement, c'est... Alors oui, d'accord, Starlink, Starship, des perspectives, une action peut-être en tendance haussière bien avant d'être rentable, je suis d'accord. Moi, il n'y a pas de sujet. Moi, vous me connaissez, je parle souvent de valorisation, et notamment de PE Schiller, de cap ratio, de PE forward, etc. Là, ça va être difficile de parler de PE forward parce que le PE forward, c'est le prix du marché par rapport aux perspectives de profit. Pour l'instant, il n'y a pas de. Alors, je vous montre les data. Pour l'instant, c'est négatif. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'actuellement, SpaceX, ça fait du chiffre d'affaires, ça fait de l'EBITDA. Il n'y a pas de sujet. Ça fait du chiffre d'affaires, ça fait de l'EBITDA. Ça fait pas de rentabilité nette. Nvidia a une rentabilité nette de 100 milliards de dollars. Tesla a une rentabilité nette de 10 milliards de dollars. SpaceX, c'est moins 5 milliards de dollars. Ils investissent à mort. Par contre, ils ont du chiffre d'affaires et ils ont de l'EBITDA. Donc, concrètement, dans la chaîne technique, hein, chiffre d'affaires, EBITDA, résultat net. Donc, déjà, le PE forward ou même le PE classique, c'est pas pertinent puisqu'il n'y a pas de bénéfice. C'est pas positif le bénéfice. Donc, on peut calculer des multiples par rapport au chiffre d'affaires et à l'EBITDA. Et là, c'est aussi astronomique. Actuellement, SpaceX se paye 90 fois son chiffre d'affaires. 80 fois le chiffre d'affaires estimé pour 2026, 260 fois son EBITDA. C'est beaucoup trop important. Là, vous avez une comparaison en termes de valorisation selon le critère du chiffre d'affaires. Je suis obligé, il n'y a pas de résultat net positif. Si compare SpaceX à Tesla et Nvidia, Nvidia est à x20, Tesla est à x10, SpaceX est à x90. Donc à un moment ou à un autre, il faut être quand même un peu réaliste, mais c'est souvent le cas d'ailleurs dans les IPO. Ça monte au début, parce qu'il y a un effet retail et ils se font tous savonner et il va falloir attendre que ça rebaisse, que ça latéralise, qu'on n'y croit plus et à ce moment-là, se repositionner. En plus, ça pèse beaucoup, donc ça a un impact, effectivement. Donc SpaceX, vous pouvez la suivre. SpaceX, vous pouvez la suivre sur TradingView. Son code, c'est SPCX. Voilà, donc on peut voir qu'elle est déjà passée de 150, elle est montée à 226. Et là, quand j'enregistre cette vidéo,
elle est à 185. Bon, alors est-ce que les 226 sont déjà le sommet? Ça, personne ne peut le dire. On n'a pas encore assez d'historique technique. On va voir comment ça se passe. Mais ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, eu égard à la valorisation actuelle, quand bien même les perspectives sont incroyables et quand bien même, à un moment ou à un autre, ce sera rentable et extrêmement rentable, parce que là, on se projette sur le temps long avec, Starlink. Starlink, ça peut exploser et SpaceX, mais surtout Starlink, je pense, en termes de revenus. C'est il va de toute façon y avoir, c'est assez classique avec les IPO, il y aura c'est le cours d'introduction sera souvent assez vite un point haut et puis on peut revenir à la case départ ou un peu en dessous. Ce sera à un moment ou à un autre survendu sur le plan technique et là ça repartira et maintenant que c'est une société cotée, il y aura des détails hyper précis au moment des résultats, des perspectives de résultats. Maintenant, ce que le marché voit, c'est de la rentabilité nette. Donc moi, je dis dans tous les cas, patience, mais là, je serais pas surpris qu'effectivement, on ait assez rapidement un point haut important. Donc que les 220 sont peut-être déjà le point haut, en fait. En tout cas, oui, c'est ultra trop cher en bourse. Ça, il y a pas de sujet. Il y a pas de sujet sur cet aspect des choses. Alors, le S&P 500, le S&P 500. Allez, ce qu'on fait, c'est qu'on reprend un peu tous les horizons de temps. Ça fait longtemps. Déjà, le mensuel. Alors, le mensuel, potentiellement, alors c'est un peu touchy. Alors, là, vous avez vraiment le mensuel depuis 25 ans. On peut voir l'impact des divergences baissières sur le RSI mensuel. Là, ce fut les 2 grands bear markets 2000-2002 et la 2000. Là, il y a eu des divergences baissières, mais nous sommes dans la zone de surachat, mais c'était quand même depuis des zones un peu plus élevées. Après, effectivement, la divergence, elle agit dès lors qu'on la valide, dès lors qu'on enfonce le creux qui sépare les 2 sommets descendants. Donc, vraiment, ce serait casser ça qui aurait des dégâts qui seraient extrêmement nocifs. Pour l'instant, il y a une divergence potentielle, mais absolument pas active. Donc RAS sur cet horizon de temps. Sur l'horizon de temps hebdomadaire, c'est la même chose. Il y a une divergence potentielle ici, mais absolument pas active. Active, c'est casser ici, par exemple, là, le creux qui sépare les 2 sommets. Le creux est là, d'accord. Pour l'instant, il n'y a pas. Le marché se maintient sur ses plus hauts. La tendance de fond, elle est haussière, tant que le marché est au-dessus des 7100 points. La tendance de fond est haussière, tant que le marché se situe au-dessus des 7100 points. Donc toute cette zone-là de support, le marché peut effectivement y revenir. Mais là, dans l'immédiat, vous avez le gap haussier qui a été ouvert ici le lundi 15 juin, qui se situe à 7461 points. Au-dessus de ça, c'est même aussi à court terme. Donc, surveiller ce gap sur le contrat futur à 7461 points, effectivement, le combler fait que le marché retracerait probablement ici en direction des 7000 et des 7000 et des 7100 points. Peut-être qu'on a besoin de retester le Kumo Daily pour repartir, mais pour le moment, en tout cas, au moment où j'enregistre cette vidéo, même à court terme, au-dessus des 7004 Kijun Daily et du gap 7460, il n'y a pas de signaux de faiblesse technique pour le moment. Le sentiment des investisseurs particuliers, il y a toujours plus de bears que de bulles. On n'est pas dans une euphorie typique d'un sommet avant un énorme krach boursier. L'analyse quantitative, par exemple, le pourcentage d'actions au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours, pareil, ne donne pas une alerte rouge de surachat. Donc, ma foi, au stade actuel, vous avez une tendance haussière de fond qui est préservée et des phases de retracement court terme, les retours sur support continuent de relancer cette tendance haussière de fond. La semaine prochaine, dans le Top Gun, je vous ferai vraiment un énorme point technique en regardant énormément d'aspects, notamment de positionnement. Je suis en train de rassembler les données, mais je voulais d'abord Top Gun vous communiquer ma vision des choses, notamment sur cet aspect bluff ou pas bluff de la fête de Kevin Warsh. Merci à toutes et à tous de votre attention et bon courage pour la gestion de la chaleur. Ce contenu est informatif et éducatif destiné aux personnes connaissant les marchés financiers. Il ne constitue pas un conseil en investissement, juridique ou fiscal. Le trading et l'investissement comportent des risques, notamment la perte de capital. Les CFD et actifs numériques sont volatiles et ne conviennent pas à tous. Swissquote décline toute responsabilité quant à l'exactitude du contenu ou aux pertes liées à son usage. Produits et services disponibles selon la législation en vigueur.